Allez, on est déjà 25, on va pouvoir attaquer pour pas se mettre en retard. Eh bien, bienvenue à tous sur ce premier live de Chaos Engineering qu'on donne sur ce 21 octobre Tech Day pour Clanic. On va commencer par se présenter. Peut-être pas tout le monde nous connaît. Qui je suis totalement schizophrène. Je suis Robin Segura, DevOps et Chaos Engineer pour une grande agence de l'emploi en France, Ops orienté produit et nouvellement ingénieur du chaos depuis le début de l'année. Alors, pour amorcer ce retour d'expérience, on va repartir des bases. Le Chaos Engineering, qu'est-ce que c'est? Ça part de plusieurs études qui ont commencé en 2012 sur les causes et conséquences d'une indisponibilité sur un des éléments d'un système d'information. Et ce à quoi on s'intéresse surtout, ce sont les raisons des pannes et indisponibilités dans la construction du Chaos Engineering, car tout ce qui va perturber, tout ce qui va entraîner de l'indisponibilité va constituer notre premier socle, premier point d'appui sur la construction d'un catalogue de Chaos Engineering. Et donc, ce qu'on sait, grâce à une petite phrase du CTO d'Amazon, c'est que tout finit par tomber en panne si on attend un certain temps. Et donc que c'est quelque chose de certain que si on attend sur tout système, on finit par le tomber en panne. On préfère anticiper la panne et la provoquer nous-mêmes pour être plus apte d'y réagir le jour où elle intervient réellement en production, pour limiter son risque, son impact, etc. Et donc, si on revient à la définition du Chaos Engineering, si vous êtes dans l'assemblée, j'imagine que le sujet vous intéresse un petit peu déjà. Si on se concentre sur cette définition, la discipline de l'expérimentation sur un système distribué pour construire la confiance dans ses capacités à résister aux turbulences en production, il y a plusieurs mots importants. Il y a système distribué, déjà, parce qu'on ne fait pas du chaos engineering sur une base de données non répliquée, par exemple. On sait que ça va cracher, donc c'est pas la peine d'en faire. Les capacités à résister aux turbulences, donc ça c'est le cœur même du chaos. Et construire la confiance, le titre était un peu accrocheur, je vous rassure tout de suite, le chaos engineering, c'est pas tout casser. C'est construire une démarche sur le long terme et résister aux turbulences en production, c'est notre plateforme cible. Après, on s'autorise à tester nos exercices, bien entendu, pour ne pas faire n'importe quoi sur la production. Donc pour notre client, qui est une DSI de plus de 1500 personnes, qui est répartie en plusieurs équipes dev technico-fonctionnelles, avec 2 data centers, avec plusieurs technos, plusieurs plateformes, des VM, du legacy, du Kubernetes, du Cloud Foundry. L'objectif, c'était de valider la résilience. Le détail des objectifs, vous l'avez sur la droite. Challenger le comportement des infras, des services en conditions réelles, etc. C'est assez générique, mais comment on va répondre à tout ça, c'est qu'on va rentrer dans une démarche qui commence normalement par le SRE et l'application du Chaos Engineering, dont l'objectif général est de vérifier, d'améliorer la résilience et la réactivité du système d'information au global. Pour ça, on arrive, Rémi et moi, qui est aussi dans l'assemblée, vous pouvez lui faire coucou si vous voulez, dans une équipe qui est déjà construite, qui est déjà en place, de 5 personnes, aux compétences assez complémentaires. On s'est appelé les Chaos Makers avec un nouveau super logo de quelqu'un qui est aussi dans l'assemblée, il me semble. Oui, il est là. Voilà, on va essayer d'avoir une vision suffisamment large du SI pour pouvoir répondre à tous les cas d'usage qui se présentent à nous pour exercer notre Chaos Engineering. Donc évidemment, le Chaos Engineering, ce n'est pas tout casser, au contraire. On part d'un existant et d'une conférence qui avait été donnée sur Devoxx France. Ah, pensez à couper vos micros par contre. Enfin,
Ouais, super, merci. Pour pas pour pas partir de nulle part, une conf qui avait été donnée sur Devoxx France, qui présentait les Days of Chaos Chapter 1 avec un premier atelier qui a été lancé sur une journée qui s'appelait le Chaos Day. Et pendant une journée, il y a eu tout un tas d'ateliers, d'exercices qui ont été lancés avec d'un côté de la barrière des gens dans la confidence et de l'autre des gens qui essayaient de réparer. Et ça a commencé à diffuser la démarche de Chaos Engineering. Et donc, ça a fait partie du point de départ avec la construction de la démarche existante auquel on est venu se greffer, Rémi et moi. Et donc, il y a à la suite de ça 2 types d'équipes qui sont venues nous voir dans notre démarche de Chaos, des désignés volontaires un peu pointés par la direction et des early adopters qui avaient entendu déjà parler du Chaos et maintenant qu'on a l'équipe pour les recevoir qui sont capables de suivre cette construction de la démarche avec nous. Donc ces premiers désignés volontaires, il a peut-être fallu une petite mise à niveau pour commencer à rentrer dans le jeu du Chaos Engineering. Les early adopters, il a fallu structurer leur mode de pensée parce qu'évidemment, le Chaos Engineering, c'est pas tout casser. Et donc, on essaye de l'appliquer sur un système qui est déjà stable. Et on ne va pas faire n'importe quoi sur leurs produits, surtout en production. Donc il y a une étape d'évangélisation nécessaire, comme on dit, pour gommer un petit peu les freins préjugés, peur de l'inconnu, tout ce qu'on essaye de diffuser comme bonne pratique et comme méthodologie. Donc cette méthode, elle passe par plusieurs ateliers au début. C'est le point de départ initial de notre méthodologie. Donc chaque bulle correspond à un atelier avec au démarrage la priorisation et l'éligibilité. Comme je le disais, on ne va pas faire du chaos sur n'importe quel périmètre. Il faut déjà qu'on ait de la résilience. Ça ne sert à rien, comme je le disais au début, d'aller tester, de faire tomber une base de données qui n'est pas répliquée, qui n'est pas backupée. On sait exactement ce qui va nous attendre à la sortie. C'est la perte de données. Puis on fait un premier atelier de fonctionnement du service après avoir présenté toute la démarche, là, comme on est en train de le faire aujourd'hui. On va passer sur les objectifs attendus de notre chaos. Quelle est la partie ou la sous-partie du système qu'on veut valider? En gros, sur quelle partie on est le plus en confiance pour dire que c'est résilient, et nous, on va mettre le coup de tampon, ok, c'est validé. Ou pas. Ensuite, on définit ensemble les tests. Donc, sur tout le périmètre legacy, c'est une étape qui est beaucoup plus longue parce qu'il faut prendre le temps de s'immerger sur toute la stack. C'est pas forcément du Hascode de partout. Et donc, la phase de définition des tests en pâtit le plus parce qu'il va falloir ajuster le curseur avec précision de ce qu'on va réaliser comme test. Puis on prépare l'observabilité parce que, comme on aime bien le dire, du chaos engineering sans observabilité, c'est juste du chaos. Il n'y a pas la partie ingénierie derrière pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et cette étape, elle est essentielle et nécessaire à la construction déjà de la démarche SRE, parce qu'on a du mal à faire du chaos si on ne se laisse pas de possibilités de temps d'indisponibilité. Si on ne se laisse pas de marge, en gros, on ne peut pas intervenir. Et vient l'exercice du lancement. On appuie sur le bouton et on voit ce qui se passe. Alors pendant l'exercice, on essaye de réunir toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire au niveau du support, on intervient avec les niveaux 3 qui sont les derniers alertés en cas de pépin pour être en capacité de manière certaine de réparer les plateformes, que ce soit sur l'ancien monde ou sur le nouveau monde. Puis on passe au plan d'action et à la capitalisation sur l'exercice. Plan d'action est la valeur qu'on évalue selon ces 4 petits critères.
soit on a apporté quelque chose en termes de connaissance du service, soit de bonnes pratiques, soit de maturité des équipes, soit d'amélioration technique. Tous nos exercices, on les enregistre là, comme dans Teams. On lance l'enregistrement et puis ensuite c'est dispo dans Stream. Et les rapports qu'on génère grâce à MS Sway qui nous permet de nous focus sur le contenu et pas sur la forme, contrairement à un PowerPoint, quoi. Puis on revient de temps en temps sur les exercices qui ont été réalisés via la boucle d'amélioration continue pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer nous-mêmes sur notre exercice. Hop. Désactiver le micro. Désolé. Donc on va vous présenter quelques petits exercices. Donc comme je le disais, l'exercice 0, c'est l'expérimentation manuelle sur l'infra de l'exercice. C'est quelque chose qu'on fait toujours. On vient intervenir, mais la phase d'appropriation du projet est beaucoup plus longue et la phase de définition des tests encore plus. On vient intervenir de manière manuelle sur une infra legacy qui est déjà résiliente. Ensuite, l'exercice 1 qu'on va vous proposer, c'est la première expérimentation, l'une des premières expérimentations qu'on a menées sur le périmètre Kubernetes. Puis la mise en place de Litmus, puis l'exercice 3, l'industrialisation, qui nous a été permis par l'automatisation, et qui va dans le sens, plus tard, d'avoir des exercices qui soient le moins coûteux à réaliser possible pour le plus de gains en validation de la résilience. Premier exercice, du coup, si on fait un petit focus dessus, on a une stack solaire Zookeeper qui constitue une GED. Ce qu'on voulait tester, c'était le déprovisionnement de 2/3 des Zookeeper socle de 30 instances solaires, censé être sans impact à partir du premier Zookeeper. Ça a été contrecarré, malheureusement. Et au bilan, on se retrouve avec une rupture de service. Alors, quand on analyse un peu plus dans le détail, on voit grâce à l'observabilité que le premier pod Zookeeper qui a lâché et qui a entraîné la rupture de service ne répondait plus parce que justement il y avait un petit défaut de dimensionnement et que du coup peut-être vous couper les micros. Qu'est-ce qui micro, je m'entendais en écho, je suis désolé. Du coup, notre solaire Zookeeper s'est arrêté de répondre aux requêtes qu'on lui envoyait. Et vu qu'on avait tout le monde autour de l'audio, on a pu résoudre assez rapidement. Pendant l'exercice, on se fait toujours ces deux frises que vous voyez sur la gauche. Avec les timestamps de ce qui apparaît, quand ça apparaît, et l'écart constaté par rapport à ce qu'on avait prédit qui se passerait. Et ça constitue un premier axe de capitalisation sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur le système testé. Deuxième exercice, donc là c'est plutôt en interne pour nous, notre équipe Chaos. C'est notamment grâce à l'arrivée de Rémi sur le projet que ça nous a été possible, permis. C'est l'installation de Litmus Chaos, la création d'un Chaos Hub et surtout la génération automatique de ce hub par exercice pour aller générer des catalogues de tests qui soient applicables et réapplicables à tous les composants qui sont censés être installés sur Kubernetes et qui sont déjà censés, parce que nous apporte la plateforme, être résilients. Mais ça, si on ne le teste pas, on ne peut pas le prouver, pas le valider en permanence. Et donc, il y a eu une phase de mise à l'open source de certains de nos tests qu'on réalise et l'envoi d'une première expérimentation sur un projet de test qui
s'intitule Podtatohead, qui se matérialise sur une page web par plusieurs membres sur un monsieur patate sur le côté. Et on voit que si on fait tomber l'un de ces services, par exemple, il y a toute une chaîne de services qui gère le bras, on voit le bras tomber et remonter. Donc ça, c'était plutôt pour valider en interne de notre équipe que ce qu'on était capable de produire avec l'automatisation d'un outil comme Litmus qui se rapproche un peu de toute la suite d'outils. Chaos Monkey qui a développé Netflix, mais avec plus de capacité graphique et un peu plus de rapport derrière, qui nous permet de faire du clic bouton chaos, comme certains aiment bien le dire. La valorisation de ce truc-là, c'est par l'industrialisation avec un premier test qu'on a envoyé sur une plateforme Volt qui nous gère les mots de passe centralisés. Et donc, détail des expérimentations envoyées, Podkill et Memory Hug qui sont tous les deux passés avec succès. Et donc, on a pu valider qu'il n'y avait pas de rupture de service derrière et que la plateforme plus le produit installé était résilient au crash de pod sur ce système-là. À la suite de chaque exercice, on en tire un plan d'action et une valeur de l'exercice, avec éventuellement des actions à suivre par l'équipe produit, soit le PO, soit le chef de projet, soit éventuellement la system team. Et donc, ce plan d'action et cette capitalisation, elle est à la fois pour le produit et à la fois nous en interne pour capitaliser et partager les bonnes pratiques qu'on identifie. Et là, on se tourne plutôt vers la partie retour d'expérience. Donc nous, en interne de notre équipe Chaos, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le premier plan, c'est la construction d'un catalogue pour toutes les plateformes, les nouvelles plateformes en priorité. Donc Kubernetes et Cloud Foundry, avec le catalogue qui est présent dans Litmus, ou une intégration avec Chaos Toolkit pour Cloud Foundry. Et donc ça nous permet des tests à tous les niveaux, côté host, infrastructure, réseau, service, test de charge. Test de charge, ça se fait pour l'instant en lien avec les équipes qui avaient l'habitude de le faire, c'est-à-dire les équipes de bench. Et donc, plus on va enrichir ce catalogue et plus on va l'enrichir dans une optique open source, plus on va avoir d'utilisateurs du Chaos et plus ça va nous profiter à nous aussi pour construire notre démarche. Tout ça pour aller vers une évolution du service de Chaos qui était plutôt axé sur l'accompagnement main dans la main au début. C'est-à-dire qu'on prenait bien le temps avec chaque équipe dès le premier exercice de faire comprendre le contexte, de faire comprendre ce que c'était que le Chaos Engineering et la vision SRE, d'aller construire main dans la main les tests avec eux et d'aller voir là où ils étaient confiants, là où ils étaient un peu moins, et tester uniquement là où on avait moyen de construire la confiance sur un système qui était censé être tamponné, validé, résilient. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de maturité là, on ne peut pas passer à des tests en autonomie, parce que ce serait trop risqué que de laisser l'équipe faire potentiellement de la rupture de service sur sa propre prod. Dès que ça c'est validé, on met à dispo notre catalogue, et la cible sont des tests aléatoires joués dans le cadre de la marge qui nous est laissée entre le SLI et le SLO, et du coup c'est ça qui nous permet de dire dans tel cadre on va se laisser la possibilité de jouer des tests aléatoires tant qu'on n'aura pas grignoté ce budget d'erreur.
Notre équipe Chaos, on l'a volontairement voulu avec des compétences complémentaires, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ça fait partie des précaux de ce Rex, pour être en capacité d'intervenir sur tous les pans du SI et ne jamais se retrouver sans solution pour réparer ce qu'on aurait potentiellement cassé. Ensuite, il faut être proactif sur les outils open source parce que c'est là où se situe la communauté Chaos en ce moment. On n'a pas encore de gros logiciels clés en main de chaos engineering, et donc on s'appuie sur tout ce qu'a pu nous fournir les retours d'expérience de Netflix, de Litmus, de la Chaos Native Foundation, et de Chaos Toolkit pour Cloud Foundry par exemple. Et ça c'est pour évoluer vers des outils 100% as code sur les nouvelles plateformes, pour se laisser le temps de capitaliser sur ce qu'on peut améliorer et aller vers du GitOps aussi, nous en interne sur notre périmètre de Chaos. On évolue vers l'Inner Source demain pour que chacun soit en capacité de contribuer à la construction de ces exercices de chaos, et éventuellement à la génération de hubs de chaos de plus haut niveau avec la génération de catalogues. C'est ce qu'est en train de mettre en place Rémi actuellement. Et enfin, il faut constamment faire cette boucle d'automatisation et d'amélioration continue pour voir là où on perd du temps et ce qu'on pourrait faire de mieux dans le service qu'on fournit aux autres équipes de produits. Voilà où on en est et voilà où on aimerait bien s'améliorer. Et ça, c'est super important de refaire de temps en temps la démarche, l'exercice, pour pouvoir se dire qu'on a encore un long chemin à parcourir. Et donc la démarche, c'est pas juste un événement ponctuel ou un chaos day ou quelque chose qui va intervenir une fois dans le cycle de vie d'un produit et d'une équipe, mais quelque chose à réellement construire sur le temps, main dans la main avec chacune des équipes. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à réagir. Je vois qu'on est un petit peu en avance. Je suis allé assez vite sur les slides. On a 6 minutes de questions et réponses. Donc, si vous voulez désactiver vos micros, mettre des messages dans le chat, parler, contribuer à ce que je ne me sente pas tout seul à communiquer de manière sens unique. Déjà, tu as plein d'applaudissements là. Ah, je ne suis pas en bas du chat. Il y a plein de gens qui applaudissent, c'est déjà pas mal, Robin. Bravo. Nice, hein. Merci. C'était top. Bonjour, Raphaël Kubler, Amadeus, je suis un client Clanic. On fait du chaos engineering et nous on s'est rendu compte d'une chose, c'est que juste faire du chaos, c'est pas mal, mais si vous ne testez pas votre système aux limites avec des charges en même temps, en général vous ratez plein de choses. Donc est-ce que vous avez interconnecté votre solution de chaos avec je sais pas, un Gatling, un shooter, un truc qui monte également les perfs? Avec du Cassis, ouais. C'est quelque chose qu'on commence à prendre l'habitude de faire, surtout dans un environnement où on n'est pas sur de la prod. C'est-à-dire que pour reproduire le comportement réel isoprod alors qu'on n'est pas sur des plateformes de prod, quand il n'y a pas d'utilisateur, eh ben on va être obligé de passer par l'aide dans un premier temps de l'équipe de bench qui nous aide à co-construire les exercices de chaos et dans un deuxième temps d'industrialiser leurs outils pour les permettre de les ajouter au catalogue pour pouvoir le faire en conditions réelles. D'accord. Ok.
fait plein d'autres questions, mais je vais laisser les autres en poser. S'il n'y a pas d'autres questions, tu peux les poser. Moi j'en aurais une. Daniel Gatt, ça fait pas très longtemps que je suis là. Actuellement, je suis chez Amadeus aussi dans l'équipe de test. Je suis plus que d'un retour d'expérience ou ce genre de choses-là. C'est quoi la difficulté la plus marquante que vous avez rencontrée en fait lors de la mise en place du chaos? Parce que je vois l'intérêt, mais après aussi je pense que ça va être assez compliqué déjà de trouver des créneaux jouables et de réussir à convaincre aussi il faut qu'on casse de manière contrôlée pour pouvoir vérifier. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont réticents à ça aussi. C'est ça, faut mettre une limite entre ce qui est du domaine de la fiabilisation et ce qui est du domaine du chaos engineering. Quand on sait qu'on va casser quelque chose ou qu'on a trop d'incertitudes pour savoir qu'on est dans un écosystème limité et restreint, on va plutôt parler de fiabilisation. Et là, il va falloir faire des allers-retours sur notre intervention qui ne va pas être possible tant qu'on n'aura pas un niveau de confiance suffisant. Et il faut bien faire cette distinction-là de soit on fait du chaos, soit on fait de la fiabilisation, parce que ça peut être assez chronophage de faire de l'asynchrone entre les deux. Tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus que le chaos a pour but d'être exécuté sur des environnements de production et peut donc profiter de la charge de celle-ci. Ouais. Rémi, si tu veux intervenir pour le dire à Wallet, n'hésite pas. Je te remercie, Robin. C'était juste pour rebondir sur la question précédente vis-à-vis la charge. Où, dans les concepts du chaos, l'idée c'est quand même de travailler sur les environnements cibles. Du coup, les environnements de production, là où tourne au final l'application et où on a besoin au plus de la résilience. Donc il faut le faire sur, le chaos, ça doit être randomisé, il faut que ça soit exécuté de manière aléatoire, que ce soit au niveau du test ou au niveau du timer où c'est exécuté. Et donc sur de la production, ça peut arriver sur des moments où il y a de la charge, ça peut arriver sur des moments où il y a moins de charge, mais voilà, c'était juste pour compléter ça. Non, mais je suis d'accord, c'est juste quand on a des SLA du type je dois répondre en 10 millisecondes à 5000 TPS et que c'est comment vous gérez les 5000 TPS sur votre KO. Si vous voulez valider que vos SLA sont bons, à un moment, il faut être aux conditions limites. Et vous n'y êtes pas toujours en prod. Ouais, c'est pour ça. Pardon. Ouais, c'est pour ça qu'il y a d'autres outils derrière qui nous permettent de générer de la charge. Ouais, c'est ça. J'ai une autre question parce que nous, on a pas mal de problématiques de droit, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on veut tester, notamment quand on commence à vouloir tester toutes les parties réseau, parce qu'il y a un plugin Litmus de dégradation réseau, ça nécessite des droits assez avancés, et là c'est le CISO, je ne sais pas si vous avez eu les mêmes problématiques, hein, qui posent problème parce qu'il faut que l'agent Litmus ait des droits très 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 avancés. Est-ce que vous avez été confronté aux mêmes problématiques ou pas du tout? Alors là-dessus, Rémi, tu seras peut-être plus en capacité de répondre, mais je vois qu'on arrive à la demi-heure, donc on va juste répondre à cette dernière question. Ok, je vais essayer d'être bref. On a rencontré aussi des problèmes sur les politiques, les pod security policy, qui interdisent l'exécution de pod en mode privilégié. Il y a une librairie, il y a plusieurs librairies de librairies de chaos. Côté Litmus, il y a la librairie standard, qui est la librairie Litmus, et il y a une seconde librairie qui s'appelle la librairie Pumba, qui permet d'exécuter des tests réseau sans le mode privilégié du conteneur, tout en gardant des droits routes. Donc normalement, on a réussi à exécuter des tests de réseau en switchant de librairie. Donc dans la définition du test, juste changer la lib par Pumba. Je vais vous retrouver la documentation Litmus officielle qui expliquera ça, je pense, mieux que moi. Donc oui, il y a une solution, il faut juste utiliser la librairie Pumba, et pour ce qui est des paramètres, ce sera dans la doc que je vais envoyer. D'accord, très bien.
Je vous remercie. On va vous laisser avec le deuxième live de cet après-midi, du coup, de Benoît Lange, de l'idée à la création d'entreprise, How to Startup. Donc ça, ce prochain live, ce sera de 15h à 15h30 pour Belgique et France. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Ah, il y a une dernière question dans le chat. Ceux qui veulent rester, n'hésitez pas, on continue d'échanger sur le sujet. Il y a également le vote qui a été posté dans le chat. N'hésitez pas à répondre, s'il vous plaît, pour noter cette intervention et comment vous l'évaluez, si ça vous a apporté quelque chose. Merci à tous en tout cas d'être venus et on espère vous revoir très vite et très bientôt dans une demi-heure dans le prochain live. Merci beaucoup, Robin. Au top. Du coup, si on revient côté SLE, un moyen de commencer le chaos en environnement proche du réel est d'utiliser une prod cachée en mirroring. Ouais. Sachant que cette prod cachée, elle est souvent parfois dédiée au plan de reprise d'activité. Ça peut être une solution. Ouais. Ah, ou les pré-productions aussi. Ouais. Ou alors, dans certains endroits, en fait, c'est pour faire les mises en production, ils switchent les environnements. Ils ont un environnement A, un environnement B. Le live, c'est la production actuelle. Quand ils font les montées de version, ils switchent d'un environnement A à un environnement B. Et du coup, ils ont quand même des environnements ISO. Ce qui permet effectivement d'aller exécuter sur l'environnement non live de la période actuelle. Ouais, si on a la capacité de faire. Et c'est ça, après, c'est vraiment les questions de moyens, de capacité, de la taille de cette infra. Après, sans aller jusqu'à la réplication de l'environnement complet, on peut aller cibler les blue-green à plus petite échelle. C'est ça, tout à fait. Et ça se fait bien aujourd'hui avec tout ce qui est CI/CD. Exactement. Bonjour, Sébastien Zaluki, architecte technique et Kafka évangéliste, futur collaborateur clinique. Est-ce que vous avez des KPI ou des REX qui permettent de valoriser l'adoption d'une telle démarche au sein des DSI? Parce que les DSI sont souvent réfractaires à ce type de démarche, surtout sur un environnement de prod. Alors, comment vous arrivez à marketer, on va dire, la mise en place d'une telle démarche et comment la valoriser dans une DSI? Je vois qu'il y a Julien dans l'assemblée, mais je vais essayer de prendre la question dans un premier essai de réponse. Il y a effectivement des indicateurs qu'on s'est mis en place sur le nombre d'exercices qu'on fait nous en interne. Après, comment valoriser le fait qu'on a des gains, c'est par le plan d'action et l'analyse de la valeur de chaque exercice qu'il faut aller prouver dans un premier temps que l'exercice n'a pas servi à rien en quelque sorte, qu'on avait un plan d'action qui en a été tiré et que ces actions-là, elles sont valorisées par le fait que si ça avait été un exercice qui n'était pas de notre ressort, mais qui avait été un cas réel en prod, ça aurait été beaucoup plus grave. Ouais, je suis d'accord, mais la difficulté de convaincre les DSI, c'est en fait ils n'ont jamais le budget et ils sont toujours en réaction, ils sont jamais en proaction. Et comment les faire basculer on va dire d'un nouveau paradigme, de dire non, il faut pas mettre du budget en cas où, mais par contre mettre du budget et l'allouer dans vos process d'amélioration continue et être tout le temps en proaction pour pas que ça arrive. Et souvent, après, il faut que le problème arrive une fois en prod. Sur la sécurité, c'est le même problème. Sur la perf, c'est le même problème. Mais comment essayer de valoriser ça, on va dire,
avant d'être confronté au problème, quoi. Je peux essayer de répondre si tu veux, Robin. Apporter un complément. Alors, déjà, en ce qui nous concerne, la recette magique qu'on a eu de la chance d'avoir, c'est qu'on avait un bon sponsor en interne. Donc déjà, ça a facilité beaucoup les choses. Après, on est une équipe qui est dans une direction qui est la direction de production. Donc on a déjà l'oreille on va dire des exploitants, hein, comme on disait ça hier, des opérationnels en tout cas. Donc ça facilite pas mal aussi. Et puis on se positionne comment dire, nous on n'est pas là pour casser, même si le chaos c'est marketing et au départ ça fait peur quand on entend pour la première fois. Mais l'objectif final, c'est de réduire les indisponibilités des services des entreprises. Et nous on est là pour vérifier la résilience. On n'est pas là pour casser. On est là pour dire, voilà, ce que vous avez mis en place au niveau infra, au niveau code, au niveau briques de résilience, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quand il y a un problème, est-ce que la chaîne de remontée d'informations, elle est bien en place? Est-ce qu'il y a une réelle réactivité derrière? Tout ça dans l'objectif de minimiser justement les temps d'indisponibilité. Et après, la démarche qui va également aider, je pense, à adopter le chaos, c'est la démarche SRE de Google, qui est de plus en plus adoptée aussi par les entreprises, qui est d'instaurer finalement des services level objectifs et indicateurs. Et le chaos va permettre de pouvoir, sur la chaîne de livraison en prod, tester ces fameux indicateurs et valider qu'une application va répondre aux critères de résilience mis en place. Je suis intimement convaincu, sauf que il y a des DSI qui c'est combien ça leur coûte et combien ça va leur apporter, quoi. C'est clairement, c'est en tout cas dans le retail, je viens du retail et c'est vraiment, on arrive à le faire basculer. Je viens de chez Boulanger, moi. Sur de la WordPerf, on s'est engagé, on a pris des risques, on a dit tiens, si on fait on investit dans de la WordPerf, les 100 millisecondes de gagné, ça va vous rapporter X% de chiffre d'affaires. Voilà, donc là du coup on a eu le métier comme sponsor. Ouais. Comment on peut faire ça dans le concept en fait. Oui, je sais, mais comment le valoriser et est-ce qu'on est-ce qu'on a les KPI qui permettent de le valoriser? Il faut être capable de chiffrer ce que coûte une indisponibilité. 1 heure d'indispo, c'est tant de business qui ne rentre pas, par exemple. Ouais. Donc, c'est tant de chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Complètement. Je pense qu'en plus, dans le retail, à mon avis, ils seront c'est beaucoup plus Black Friday. Si c'est Black Friday, on a vite fait d'avoir le sponsor côté business. Mais là, on est allé taper côté business alors qu'on était dans une DSI. Et c'est dommage d'être dans une DSI et pas arriver à convaincre ses mentors alors que... il a fallu, on va dire, jouer, faire un petit peu de politique et aller trouver des sponsors côté business. C'est toujours un peu le cas, non? Je pense. Ouais. Et comme le dit Rémi dans le chat, c'est le même débat côté sécurité où il n'y a pas beaucoup de temps. Et le jour où ça arrive, les mentalités changent. Donc vous êtes confronté. C'est le même débat sur l'automatisation, c'est le même débat sur toute évolution. D'accord, vous êtes confronté. D'accord, vous êtes confronté aux mêmes problématiques. À peu près pour tout. Ouais, les sponsors sont pas que la prod, mais c'est aussi du business, quoi. Ah oui, complètement. On joue sur le temps d'indisponibilité, donc c'est directement lié au business. Okay. Mais c'est plus simple à mon sens, de mon point de vue, j'ai aussi une casquette sécurité. C'est plus simple, je pense, d'installer cette démarche, même si elle est un petit peu novatrice et que peu de personnes l'ont encore entendue, parce que justement, on va jouer sur le taux de disponibilité plutôt que de jouer aujourd'hui sur une éventuelle attaque ransomware. Voilà. Même si autour de nous, certaines entreprises ont été victimes d'eux, si la sensibilisation sécurité n'est pas faite correctement au niveau de la société, c'est très compliqué d'installer la sécurité. Alors que ça, je pense que c'est plus simple. Mais c'est un avis personnel. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'on a pas mal débordé niveau temps. Je sais pas, Clémence, s'il faut qu'on rende la salle à un moment ou à un autre. Parce qu'il faut faire le ménage. Il va falloir qu'on y aille. En tout cas, merci à tous de votre présence. Et puis, merci, Robin. Je vais me déconnecter. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, Robin. À bientôt. Salut. Bon après-midi. Merci beaucoup.